On avait gagné les élections et je confirme que les élections ont été emportées par le président Gbagbo. Les élections présidentielles ont été emportées par le président Gbagbo. Mais c'est parce qu'avait déclaré la CEI à l'époque. 53% pour Alassane Ouattara, c'est le chiffre officiel qui avait été annoncé. C'est pas la CEI qui avait dit ça. Oui. La CEI n'a jamais proclamé qu'Alassane avait dit. On se rappelle de la sortie de Bakayoko, qui était le président de la CEI. Non. Recadrez-vous, reprenez. Je reprends tout. Voilà. La CEI a organisé les élections et a donné les résultats des élections, comment on appelle ça, les premiers résultats. Oui. La CEI a été incapable de donner des résultats à temps, dans les délais, ça on le sait. Dans les délais. Et donc, tout a été transféré au Conseil constitutionnel, qui a repris, qui a réexaminé et qui a proclamé le président Gbagbo vainqueur. Mais avant ça, on avait la sortie du président Bakayoko qui l'a dit, qui a été repris par tous les médias. Laissez-moi finir d'exposer. D'accord. Quand ces résultats ont été proclamés, les Français sont venus prendre le président de la CEI, l'ont amené à l'hôtel du Golfe, au QG d'Alassane Ouattara. Et puis, il y avait également Choi, qui était le représentant du secrétaire général de l'ONU. Et c'est ensemble là-bas, avec la communauté, enfin, ce qu'on appelle la communauté internationale, qui ont proclamé la victoire de Alassane Ouattara. Voilà. Et le Conseil constitutionnel a renchéri en disant que eux-là n'ont pas pouvoir ni compétence de proclamer des résultats. Mais ils étaient lancés. Bien sûr. Voilà. Ils ont obligé de toute façon le président Gbagbo à organiser les élections parce qu'ils avaient prévu cette chose. Il y avait un agenda selon vous qui était prévu avant. Donc, quelle que soit l'issue, vous voulez dire, l'issue était connue d'avance. Donc, ok. Alors, l'autre chose que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous en voulez au président Laurent Gbagbo? Moi, je ne parle pas de Laurent Gbagbo, votre mari. Je parle de Laurent Gbagbo, le président de la République, pour un certain nombre de décisions. Vous avez vu ce qui a fait l'actualité récemment, notamment la sortie de Robert Bougie. Est-ce que vous lui en voulez à Laurent Gbagbo, sincèrement, Simone Gbagbo? Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des décisions qui n'auraient pas dû être prises par Laurent Gbagbo. Comme donner l'argent à Jacques Chirac, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Tous les chefs d'État africains le font. Donc ça. Ah bon? Oui, pour vous, c'est un épiphénomène. C'est un épiphénomène, ça. Est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que vous balayez ça d'un revers de la main. Je balaye ça. Les Africains regardent ça étant stupéfaits. Ça relevait du fantasme jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo le confirme lui-même. Parce que vous vous doutez bien que c'est de l'argent des Ivoiriens. C'est pas l'argent sorti de la poche de M. Gbagbo. Et pendant qu'on est dans un pays où les gens manquent de tout, donner des sommes aussi faramineuses à un dirigeant futile de la France, est-ce qu'on peut balayer ça d'un revers de la main? Bon, écoutez, j'ai balayé ça d'un revers de la main, c'est vrai. Et donc ça peut choquer, c'est vrai. C'est pas parce que je suis d'accord avec ça, mais parce que on a accédé au pouvoir et on a constaté un certain nombre de faits et qui, justement, motivent mon maintien dans le combat. C'est que nos dirigeants sont soumis à cette pression-là que nous ignorions. Et la réalité, c'est ça, quand on parle de France-Afrique. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Et quand vous découvrez ça, vous êtes étonné, mais vous êtes dans la contrainte. Je vous donne un autre exemple. Pendant longtemps, n'est-ce pas, il y a un président, je ne vais pas donner son nom, mais qui dit que ici, là, dans nos pays de l'Afrique francophone, même l'ordre du jour du Conseil des ministres, il fallait le soumettre à la France. Et c'est la France, c'est le gouvernement français qui vous dit, dans votre ordre du jour, traitez cette question. Ne traitez pas telle question. Et si vous traitez telle question, traitez cette question-là dans ce sens.
les chefs d'État africains ont exécuté ça pendant des années. Et ceux qui ont refusé, dans nos pays de l'Afrique francophone, même l'ordre du jour du Conseil des ministres, il fallait le soumettre à la France. Et c'est la France, c'est le gouvernement français qui vous dit, dans votre ordre du jour, traitez cette question. Ne traitez pas telle question. Et si vous traitez telle question, traitez cette question-là dans ce sens. Et les chefs d'État africains ont exécuté ça pendant des années. Et ceux qui ont refusé d'exécuter ça, soit ils ont été tués rapidement, soit ils ont fait l'objet du coup d'État, dont le président Gbagbo a fini par être victime d'un coup d'État ici. C'est ça. C'est une réalité contre laquelle aujourd'hui il faut se battre, il faut continuer de se battre. Mais en attendant de gagner cette victoire-là, il y a des choses que les chefs d'État africains ont été obligés de faire. Voilà. Parce que ce qui a beaucoup dérangé, parce que moi, quand j'ai discuté avec certains Africains, c'est que, vous savez, Laurent Gbagbo était justement celui qui était présenté comme l'incarnation de l'anti-France-Afrique. Oui. On savait qu'il se battait contre la France et que toutes ces misères venaient justement de ce combat-là. Donc, vous comprenez qu'il y a comme un paradoxe quand on se rend compte que c'est le Gbagbo anti-France-Afrique qui se retrouve à donner des milliards à Jean Chirac. Ça a brouillé un peu, à mon sens. Je comprends ça, je comprends ces réactions. Donc les gens ont eu le sentiment d'un double discours. Un discours populiste en public et en réalité, on continue avec les mallettes en dessous de table. Oui, ça, je comprends tout ça. Ouais. Et je comprends et je pense que c'est assez normal que des gens réagissent comme ça. Mais quelquefois, vous cédez à ça pour avoir, comme si vous lâchez du lest, pour pouvoir vous focaliser sur quelque chose que vous considérez comme plus essentiel. C'est ça. Voilà. Alors aujourd'hui, est-ce que vous vous parlez encore, Laurent Gbagbo et vous? La dernière fois que vous êtes parlé, c'est quand? La dernière fois qu'on s'est parlé, il y a peut-être 2 ans, je sais plus tout. À son retour, oui, on s'est parlé 2 fois à son retour, c'est tout. Mais vous serez obligés de vous parler, Simone et Laurent Gbagbo, politiquement. Oui. Parce que vous êtes aujourd'hui dans l'opposition. Oui. À un moment donné, est-ce que vous êtes prêt à échanger sur le plan politique avec Laurent Gbagbo pour voir ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce que c'est quelque chose que vous serez prêt à accepter? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour l'instant, on a parlé avec ses représentants, mais lui-même, pourquoi pas, hein? Vous restez ouverte. Oui. Alors, comment vous avez vécu ce vent qui souffle en Afrique, cette nouvelle dynamique qui a vocation à tordre le cou à une forme d'impérialisme qui perdure? Comment est-ce que vous avez ressenti ce vent-là? Mais c'est le vent de l'histoire. Je pense que c'est la saison. C'est une très bonne saison pour l'Afrique. Et cette saison-là, il faut la consolider. Il est obligatoire aujourd'hui que l'Afrique sorte de la France-Afrique. C'est obligatoire que l'Afrique sorte de la France-Afrique. Et c'est pour ça que j'insiste sur la question de souveraineté. Bien sûr. La France doit comprendre qu'elle a elle-même intérêt à modifier la vision qu'elle a de l'Afrique. Sinon, elle va tout perdre. Elle a intérêt à modifier, à transformer sa vision des anciennes colonies qu'elle a eues. Mais est-ce qu'elle en est capable, Madame Simone Gbagbo? La France est une puissance sans su, ça ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce que la France peut vivre indépendamment de l'impérialisme? La France d'aujourd'hui, là, ne peut pas. Mais la France, qui est un pays peuplé d'hommes et de femmes qui veulent s'en sortir dans leur destinée, dans leur vie, vont être obligés de changer de paradigme. Ça va s'imposer. Si les Français n'ont pas le courage de le faire aujourd'hui, mais les réalités historiques vont les obliger à faire
cette mutation-là. Alors, dans cette même dynamique, comment vous avez accueilli l'annonce du Tchad et du Sénégal vous voyez, par rapport notamment aux bases militaires françaises? C'est pour ça que je dis c'est la saison. Et il faut que les Français saisissent cela, que c'est la saison aujourd'hui du changement, de la renonciation à tout cet impérialisme qu'ils ont bâti là pour reconstruire avec l'Afrique des relations totalement nouvelles. Totalement nouvelles. Et la question revient. La France est en train de reculer, mais il y a une puissance qui progresse. Ne serait-ce que sur le point de vue militaire, c'est la Russie. Devrait-on avoir peur de la Russie, comme certains veulent le faire croire? Moi, je pense que nous, les Africains, là, nous ne devons avoir peur de personne. De personne. Nous ne devons avoir peur de personne. Ni de la France, ni des États-Unis, ni de la Russie, ni de la Chine. Nous ne devons avoir peur de personne. Nous devons nous forger un mental de souverain, préoccupé par la réalité de leur pays, de leur peuple, de leur nation, des intérêts de leur pays, de leur peuple, de leur nation, et faire des propositions à toutes ces grandes puissances-là. Et que ces propositions doivent tenir compte des intérêts propres de nos pays. Alors, la question que je veux vous poser concernant la souveraineté, est-ce que les pays africains tels qu'ils sont constitués aujourd'hui peuvent véritablement être souverains? Est-ce qu'on peut être souverain en étant des micro-États comme nous sommes aujourd'hui? Est-ce que la question de l'unité n'est pas indispensable pour pouvoir parler véritablement d'une seule voix? On voit aujourd'hui qu'on n'arrive même pas à avoir une position commune au sein de l'ONU. Avec ça, comment on arrive à être souverain? Bon, la souveraineté, là, c'est d'abord une décision. La volonté de souveraineté, c'est d'abord une décision qu'on doit prendre. On doit être convaincu que la souveraineté, là, est une clé pour nous. Une clé que nous ne pouvons pas nous permettre de galvauder, de laisser de côté. Il faut que déjà nous soyons habités par cette pensée-là. Si nous sommes habités par cette pensée, le reste va se construire. L'unité de l'Afrique, là, elle va se construire. Vous voyez déjà, vous avez pris tout à l'heure l'exemple de l'AES. Bien sûr. C'est pour vous un début, un bon début. C'est un bon début, mais l'AES se construit sur la base des réalités que ces peuples-là vivent, que ces nations-là vivent. Mais c'est cette réalité-là que les nations vivent, nous allons vivre en Côte d'Ivoire. Nous allons vivre cette réalité en Côte d'Ivoire. Nous allons être confrontés à cette réalité en Côte d'Ivoire. Et nous allons être obligés de prendre aussi des décisions en Côte d'Ivoire.